Je vais vous poser une question et prenez vraiment une seconde pour y réfléchir. Et si aujourd'hui, une intelligence artificielle pouvait décider qui doit mourir, je ne parle pas d'un film, je ne parle pas de science-fiction. Je parle de la guerre actuelle entre Israël et l'Iran. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que la manière de faire la guerre est en train de changer sous nos yeux. Parce que, selon plusieurs enquêtes, notamment du Washington Post, Israël utilise des systèmes avancés d'analyse de données pour identifier et cibler des responsables iraniens. Et quand je suis tombée sur ça, honnêtement, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'on ne parle plus seulement de missiles, on parle de décisions assistées par des machines. Si cette analyse vous aide à mieux comprendre ce qui se joue réellement, alors prenez une seconde pour liker et vous abonner. Ce genre de sujet mérite une lecture claire, posée et basée sur des données fiables. Parce que ce qui est en train de se passer dans la guerre entre Israël et l'Iran, c'est exactement ça. Et je vais être très honnête avec vous au début. J'étais sceptique. Je me suis dit, encore une exagération, encore une simplification. Puis je suis tombée sur plusieurs analyses, des enquêtes sérieuses, notamment celles relayées par des grands médias internationaux. Et là, j'ai compris qu'on était déjà dedans. Pas totalement, pas complètement automatisé, mais suffisamment pour que ça change la nature même de la guerre. Et ça devrait nous inquiéter. Parce que quand on parle de guerre aujourd'hui, on pense encore en termes classiques, missiles, chars, soldats, mais en réalité, la guerre devient invisible. Et je trouve que c'est ça le plus troublant. On ne voit plus forcément les décisions, mais elles sont prises. Et parfois, elles passent par des systèmes qu'on ne comprend même pas complètement. Alors reprenons calmement. Depuis l'escalade entre Israël, les États-Unis et l'Iran, on observe une évolution très claire de la stratégie israélienne. Ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une invasion massive, ce n'est pas une occupation. C'est autre chose, une guerre de précision. Et dans cette logique, Israël cherche à atteindre un objectif très spécifique, désorganiser l'adversaire de l'intérieur, pas en détruisant tout, mais en ciblant les points clés, et ces points clés, ce sont des humains. Je parle de commandants militaires, ingénieurs responsables du programme nucléaire, coordinateurs régionaux, des gens qui ne sont pas visibles pour le grand public, mais qui sont essentiels dans la machine. Et selon plusieurs estimations relayées par des analyses occidentales, plus de 250 responsables iraniens auraient été éliminés depuis le début du conflit. Et là, il faut s'arrêter une seconde. 250 personnes, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas anecdotique, c'est une stratégie. Et moi, ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement le nombre, c'est la régularité, la précision, la cohérence, la répétition. Ce n'est pas du hasard, c'est un système. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Parce que pour cibler autant de personnes, avec autant de précision, il faut une capacité énorme d'analyse, de croisement, de traitement. Et ça, aucun humain ne peut le faire seul. Aujourd'hui, les armées modernes utilisent des systèmes capables de traiter des volumes de données gigantesques. Je parle de millions de communications, images, satellites, données téléphoniques, surveillance numérique. Et ces systèmes ne se contentent pas de stocker. Ils analysent, ils cherchent des patterns, des comportements, des connexions. Et c'est là que ça devient fascinant et inquiétant à la fois. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez un individu. Il change souvent de téléphone. Il rencontre certaines personnes. Il se déplace à des moments précis, pris séparément. Ce n'est rien. Mais combiné, ça peut devenir un signal. Et l'IA, elle excelle dans ça. Voir ce que nous ne voyons pas. Et je pense que c'est là qu'on sous-estime complètement la situation. Parce que dans notre tête, l'IA reste un outil. Mais en réalité, elle devient un filtre de décision. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas la machine qui décide, mais c'est elle qui influence ce que l'humain voit, et donc ce que l'humain décide. Et à partir du moment où une machine influence une décision de vie ou de mort, on change complètement de dimension. Donc, on a compris une chose essentielle, ce n'est pas juste une guerre de missiles, c'est une guerre de données. Et maintenant, je pense que la vraie question, c'est comment ça fonctionne concrètement. Je vais être très direct avec vous. Une intelligence artificielle ne fait rien toute seule. Elle dépend entièrement de ce qu'on lui donne. Et dans ce type de guerre, la ressource la plus importante, ce n'est pas le pétrole, ce sont les données. Et quand je dis données, ce n'est pas juste des informations militaires. C'est beaucoup plus large que ça.
Je parle de données téléphoniques, historiques de déplacement, images satellites, vidéos de surveillance, données bancaires, parfois réseaux de contacts toute une vie, numérisées. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est vertigineux. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne peut être analysée sans jamais être interrogée, sans jamais être vue directement, juste à travers ses traces. Mais le plus important, ce n'est pas la donnée brute, c'est le croisement, parce qu'une information seule ne veut rien dire. Mais plusieurs informations ensemble peuvent raconter une histoire. Imaginez quelqu'un qui appelle toujours les mêmes numéros, se déplace régulièrement vers un même endroit, rencontre certaines personnes spécifiques individuellement, rien d'alarmant. Mais combiné, ça peut révéler un rôle, une fonction, une responsabilité, une position dans une organisation. Et là, je pense que c'est important de comprendre un truc. L'IA ne comprend pas comme nous. Elle ne réfléchit pas, elle calcule et elle identifie des probabilités. Et à partir de là, les systèmes peuvent attribuer ce qu'on appelle un score, un niveau de danger. Par exemple, fréquence de contact avec des profils connus, proximité avec des zones sensibles, comportement inhabituel. Tout ça est transformé en indicateurs. Et ces indicateurs deviennent un score global. Et ce que je trouve fascinant et un peu inquiétant, c'est que ce score peut évoluer en permanence, en temps réel. Une rencontre, un appel, un déplacement, et votre profil change. Et là, on arrive à une étape clé, le passage de suspect à cible. Et c'est probablement le moment le plus sensible, parce qu'à ce stade, la machine propose, mais l'humain décide en théorie. Mais dans la réalité, je pense que c'est plus nuancé, parce que quand un système vous dit probabilité élevée, profil critique, cible prioritaire, ça influence forcément la décision, même inconsciemment. Et il y a un autre élément absolument crucial, la vitesse. Avant, identifier une cible pouvait prendre des jours. Aujourd'hui, quelques minutes, parfois moins, et ça change complètement la dynamique. Parce que tu peux frapper plus vite, plus souvent, avec moins d'incertitude apparente. Mais moi, ce que je me demande, est-ce que aller plus vite, ça veut dire mieux décider? Ou simplement prendre des décisions plus rapidement? Parce que oui, il y a des erreurs. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Une IA peut mal interpréter un comportement, confondre deux profils, surestimer une menace, ignorer un contexte culturel ou humain. Quelqu'un peut être au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes et devenir une cible. Et là, on touche à quelque chose de très sensible, parce que dans un système automatisé, l'erreur peut être invisible, difficile à détecter, difficile à corriger. Et pour moi, c'est probablement la plus grande limite, le contexte. Une machine peut analyser des données, mais elle ne comprend pas vraiment les intentions. Deux personnes qui se rencontrent pour discuter, pour collaborer ou pour comploter pour une IA, ça peut se ressembler. Et ça, c'est un problème énorme, parce que la guerre, ce n'est pas juste des données, c'est aussi des nuances humaines. Et plus on utilise ces systèmes, plus on en dépend, parce que ils vont plus vite, ils traînent plus, ils semblent plus précis. Donc naturellement, on leur fait confiance. Et je pense que c'est là le vrai risque. Pas que la machine décide, mais que l'humain arrête de remettre en question. Donc, on a compris comment fonctionne cette guerre augmentée, une guerre basée sur la donnée accélérée par l'intelligence artificielle optimisée pour cibler. Mais maintenant, il faut répondre à une question beaucoup plus importante. Est-ce que cette stratégie fonctionne vraiment? Et là, la réponse est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Si je simplifie, Israël ne cherche pas à détruire l'Iran. Israël cherche à le désorganiser. Et ça, c'est une nuance énorme. L'objectif, ce n'est pas raser des villes, envahir le territoire, c'est casser le système de l'intérieur, en éliminant les décideurs, les coordinateurs, les experts clés. Et franchement, d'un point de vue stratégique pur, c'est logique, parce que remplacer une infrastructure possible, remplacer un humain clé, beaucoup plus difficile. On appelle ça une stratégie de décapitation. Tu frappes au homme la tête en espérant que le corps s'effondre. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas toujours comme prévu. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Parce que malgré les frappes, malgré les éliminations ciblées, l'Iran ne s'effondre pas. Et là, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Un État, ce n'est pas une entreprise. Dans une entreprise, tu enlèves le CEO, tu crées une crise. Mais dans un État,
Surtout un État comme l'Iran. Le système est conçu pour survivre. L'Iran fonctionne avec. Plusieurs centres de pouvoir, des réseaux parallèles, une redondance des rôles, un peu comme un système distribué. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Parce que ça veut dire que même si tu frappes, même si tu élimines, le système absorbe. Et parfois, ça produit même l'effet inverse. Parce que chaque frappe renforce la légitimité interne, crée un sentiment d'unité, transforme les victimes en symboles. Et ça, c'est un mécanisme qu'on a déjà vu dans l'histoire. Plus tu frappes un régime de l'extérieur, plus il peut se présenter comme protecteur. Et là, on sort complètement de la technique. On entre dans la psychologie. Pour la population, peur, incertitude, fatigue, mais aussi résistance, nationalisme, rejet de l'ingérence extérieure, et ça, c'est très difficile à mesurer avec une IA. Parce que ce ne sont pas des données, ce sont des émotions. Et c'est là que la technologie atteint ses limites. Elle peut identifier, elle peut prédire, elle peut optimiser, mais elle ne peut pas contrôler le comportement humain. Et je pense que c'est la grande illusion moderne. Croire que plus de technologie égale plus de contrôle, alors que la réalité est beaucoup plus chaotique. Et il y a un autre point, beaucoup plus dangereux, l'escalade. Parce que plus les frappes sont précises, plus elles peuvent être fréquentes, et plus elles sont fréquentes, plus la tension monte. Et à un moment, quelqu'un va répondre plus fort, plus violemment, plus directement. Et là, on change de niveau. Et c'est là que ça devient vraiment global. Parce que ce conflit ne concerne pas que Israël et l'Iran, États-Unis, Russie, Chine. Tous observent, tous calculent. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que chacun joue un jeu différent. Les États-Unis, soutien stratégique, la Russie, opportunisme, la Chine, prudence maximale. Et au final, personne ne veut vraiment une guerre totale. Mais tout le monde s'en rapproche, c'est ça le paradoxe. Chacun cherche à contrôler la situation, mais personne ne la contrôle vraiment. Et là, on arrive à la vraie question. Pas qui va gagner, mais quel type de guerre est en train de naître. Et je vais être honnête avec vous, je pense qu'on est à un tournant, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste un conflit de plus, c'est un changement de modèle, une guerre, plus rapide, plus discrète, plus algorithmique, mais aussi plus imprévisible, plus difficile à arrêter et potentiellement plus dangereuse. Et la vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va continuer, mais jusqu'où.